Bonjour tout le monde. Le cours que je vais vous présenter fait partie du module chimie générale. Donc c'est le cours d'atomistique SVTU qui sera présenté par moi-même, Abdrahim Atiq. Ce cours fait partie des deux premières parties que vous avez fait respectivement avec Monsieur Naimi. C'est le cours de thermochimie et le cours de cinétique, réaction chimique par le professeur Moutabi. Alors mon plan de cours se résume comme suite. D'abord, dans le chapitre 1, on va parler des constituants de l'atome, à savoir l'électron, le proton, le neutron, etc. Dans le deuxième chapitre, on va parler des modèles classiques planétaires de l'atome d'hydrogène, c'est-à-dire celle qui décrit l'atome comme un noyau et un électron qui tourne autour. Dans le troisième chapitre, on va aborder l'atome en mécanique quantique. Et dans le quatrième chapitre, on va parler un peu des classifications périodiques des éléments, c'est-à-dire essayer de placer les différents éléments dans le tableau périodique. Alors on commence par le premier chapitre qui concerne les constituants de l'atome, à savoir l'atome est constitué par l'électron et le noyau. Donc on va décrire l'électron, les expériences qui ont permis de montrer l'existence de l'électron, du noyau. On va faire une représentation symbolique de l'atome, donc c'est-à-dire donner une photo d'identité de l'atome, à savoir son nombre de masse et son numéro atomique Z, ou bien le nombre de protons. Et puis, on va parler à la fin de l'atome et de la mole d'atome. Alors, mole d'atome, ici on a un atome, et on préfère travailler à notre échelle, c'est-à-dire un ensemble d'atomes. Une fois au laboratoire, on ne travaille pas avec un seul atome parce qu'il n'est pas à notre échelle, et on travaille avec un ensemble d'atomes qui s'appelle le mole d'atome. Alors tout d'abord, on commence par un peu d'histoire. En effet, la découverte de l'atome peut se décomposer en trois grandes étapes. Donc selon les différents éditeurs, j'ai choisi un petit peu ces trois grandes étapes. Dans la première, c'est la découverte des particules électriques fondamentales de la matière, à savoir l'électron, qui a été déterminé avec l'expérience de Thomson vers 1912, et le proton, qui a été déterminé à l'aide de l'expérience de Rutherford vers 1909, et le neutron, déterminé par Chadwick vers 1930. Donc ça, trois particules élémentaires découvertes des trois particules fondamentales de la matière ont été faites par cette première étape. Donc la deuxième étape, ça concerne la découverte de la constitution de l'atome. C'est-à-dire c'est la première description qui a décrit l'atome comme étant un noyau, et autour de ce noyau de charge positive, il y a des électrons qui gravitent. Il a été faite cette découverte très intéressante par Rutherford, dont l'expérience, on va décrire dans cette expérience qui permet de voir l'atome de cette manière, on va le décrire dans la suite du cours. Puis, la troisième étape, c'est la découverte des lois qui régissent le comportement des électrons dans l'atome. Et c'est la mécanique quantique. Donc cette partie de mécanique quantique, c'est un peu nouveau pour vous, c'est une partie nouvelle, et que vous devez suivre avec plus d'attention. Donc tout d'abord, à retenir trois particules élémentaires de très petite dimension, à savoir l'électron, le proton et le neutron. Ces trois particules composent toute la matière de l'univers. Et donc, avec ces trois particules, ou bien ces trois briques, on peut construire tous les éléments qui existent, et tous les éléments, c'est-à-dire tous les atomes qui existent sur Terre. Donc tout d'abord, on va passer
aux expériences qui ont permis de mettre en évidence l'existence au sein de l'atome d'électrons, de protons et de neutrons. Donc ces expériences qui ont montré l'existence d'un noyau de charge positif et autour duquel les électrons de charge négative gravitent seront déterminés successivement de la manière suivante. Donc l'électron. L'électron est un grain de matière très petit. À retenir sa masse et sa charge. Donc sa charge négative qui apparaît sur votre écran et sa masse aussi extrêmement faible dont la valeur est affichée ici. Donc l'électron a été découvert par J. Thomson, par l'expérience de Thomson, qui a eu par cette découverte le prix Nobel vers 1906. Donc le schéma du tube cathodique utilisé par Thomson se résume de la façon suivante. Donc vous avez création ici, donc au niveau d'un atome, on excite des atomes pour arracher leurs électrons. Et les électrons vont partir, être accélérés et vont passer à travers une fente de l'anode. Et une fois qu'ils sont dans le tube, ils vont subir successivement la réaction d'un champ électrique. Ils vont passer, donc ils sont animés de vitesse, ils vont passer à travers un champ électrique, voilà le condensateur, positif et négatif, et un champ magnétique, voilà l'aimant sud-nord, qu'ils sont perpendiculaires, ce qui va leur fait subir une déviation sur l'écran, un écran qui est gradué de telle manière à relever les valeurs de la déviation et avec les constantes de l'appareil, cela va permettre de déterminer une grandeur intéressante qu'on va noter dans la suite. Donc le tube de Thomson est le suivant. Donc le faisceau est créé à la cathode et passe à travers une fente de l'anode. Le faisceau cathodique est dévié et donc attiré, on voit qu'il est attiré par le pôle positif de la plaque chargée positive, donc il est chargé négativement. Et une fois qu'on relève les différentes constantes sur l'écran, déviation, etc., on arrive au résultat suivant. Cette expérience nous a permis, donc les détails de calcul, ça ne nous intéresse pas trop, parce que c'est des calculs élémentaires. Ce qui nous intéresse, c'est le résultat. Donc l'expérience permet de mesurer la valeur du rapport E sur la charge de l'électron, sur la masse, sur sa masse de l'électron. Donc sur cette figure, le rapport E sur M de l'électron, déterminé à partir des constantes de différentes mesures, de la déviation Y, donc la déviation Y sur l'écran, et des constantes L et D de l'appareil. Chaque appareil a des constantes qui sont notées sur l'appareil. Il a déterminé, M. Rutherford, que la valeur E sur M, elle est de 1,76 10 puissance 11 coulombs par kilogramme. Alors, qu'est-ce qui va nous intéresser dans tout ça? C'est que ce rapport E sur M, sa valeur, il est constante. Il est constante, quelle que soit la nature du gaz de l'atome employé dans le tube de Crooks. C'est-à-dire, si on utilise un gaz, donc là, le gaz qu'on ionise, si on prend de l'hydrogène et qu'on arrache ses électrons et qu'on fait cette expérience, on trouve la valeur E sur M 1,76 10 puissance 11 coulombs par kilogramme. Si on change l'hydrogène par l'hélium, ou bien par l'azote, ou bien par notre élément, on remarque qu'on trouve toujours la même valeur E sur M. Cela montre qu'il s'agit d'une particule qui caractérise l'atome. Donc la valeur du rapport E sur M est constante, quelle que soit la nature du gaz ou de l'atome employé dans le tube. Donc on peut en conclure, M. Rutherford conclut que, M. Thomson conclut que donc chaque atome contient une particule qui s'appelle électron. Donc c'est la première expérience qui a permis de mettre en évidence qu'au sein d'un atome, il existe une particule qui s'appelle électron. Et pour cette particule, sa charge sur sa masse, il vaut cette constante. Alors, deuxième partie, on va parler maintenant du noyau. Donc, au cours d'expériences célèbres faites par Rutherford, une expérience célèbre par Rutherford, il établit l'existence d'un noyau atomique chargé positivement
dans lequel est concentré, donc on trouve la majeure partie de la masse. Ça lui a fallu le prix Nobel vers 1908. Donc, Rutherford, qu'est-ce qu'il a étudié? Il a étudié la diffusion des particules alpha. Donc, quand je parle de particules alpha, c'est le noyau d'hélium qui contient 2 électrons auquel on lui a arraché 2 électrons. Donc, il ne reste que le noyau. À travers donc la diffusion de ces particules, il ne s'agit que des noyaux d'hélium, à travers diverses substances, c'est-à-dire à travers une plaque métallique. Donc, le faisceau de particules d'hélium, alpha ou bien alpha, joue le rôle d'un véritable projectile, c'est-à-dire on envoie ces particules vers une substance, vers la plaque, et voilà l'expérience qui vous montre, un petit peu résumé sur cette figure. Donc ça c'est la source de particules alpha. Une fois envoyé sur la plaque de métal d'or, une fine plaque d'or, qu'est-ce qu'on voit? La majeure partie des particules alpha ou bien des noyaux, ils traversent, ils passent ici, particules non déviées. Seuls quelques-uns sont déviés à droite ou à gauche et une très faible quantité rebondit vers l'arrière. Donc, essayons d'expliquer un petit peu ce qui se passe. Puisqu'on envoie des noyaux sur un métal, une plaque métallique, c'est un ensemble d'atomes d'or. Et ce noyau d'hélium envoyé, il arrive donc quand même à traverser cette plaque de métal et passe ici sans qu'il soit dévié. Donc ça veut dire qu'il est passé sans contrainte. Donc c'est comme si on envoie un ballon qui traverse un mur et qui va tout droit. Donc ça veut dire qu'il a trouvé quelque chose, un vide, une fenêtre, quelque chose comme ça. Quelques particules ont dévié. Donc on va essayer d'expliquer pourquoi ils ont dévié. Et une très faible particule a rebondi vers l'arrière. Donc sur la partie, donc ici c'est simplement pour vous montrer que la particule alpha c'est le noyau d'hélium auquel j'ai arraché 2 électrons. Qu'est-ce qu'il reste? Il reste, donc c'est l'atome d'hélium, on lui arrache ces 2 électrons, qu'est-ce qu'il reste? Que le noyau. Et c'est ça le projectile qui a été utilisé. Donc ça, il est résumé un petit peu simplifié de la figure, de l'expérience qu'a fait Rutherford. Donc les particules alpha traversent sans qu'ils soient déviés, ils se retrouvent en deux, dans la région 2 de l'électron. Une partie est déviée, soit dans la partie 1 et 3. Bon, ceux qui rebondissent sont faits, de faibles quantités, je ne les ai pas montrés sur la figure. Donc, quelles sont les conclusions qu'on peut déterminer de tout ça? Alors, si cette plaque métallique, ou bien cette matière, elle était compacte comme un mur, si on envoie un ballon de tennis sur un mur, qu'est-ce qu'il fait? Il rebondit, il revient vers nous. S'il traverse, ça veut dire qu'elle a trouvé du vide. Donc c'est comme ça qu'on va expliquer. Donc les particules, les noyaux qui ont passé par là, qui ont traversé, ils ont trouvé un vide ici, c'est pour ça qu'ils ont travaillé. Donc le vide ici, puisque la plaque métallique est constituée d'un ensemble d'atomes, on va essayer d'expliquer un petit peu comment existe ce vide. Alors sur le transparent suivant, si vous voulez, donc on va signaler les résultats de l'expérience. Donc l'observation essentielle, le faisceau de particules chargées d'électricité positive passe à travers une mince plaque de métal, l'or, sans qu'il soit altéré, c'est-à-dire sans qu'il fait un trou dans cette plaque. Donc s'il ne fait pas un trou, ça veut dire qu'il a trouvé une fenêtre ou quelque chose pour passer du vide. Pour des plaques de faible épaisseur, donc si on fait une plaque de faible épaisseur, seules quelques rares particules sont arrêtées ou déviées. Alors que si on utilise une plaque plus épaisse, la plaque est grande, plus le nombre de particules déviées est grand. Donc interprétons un petit peu ce qu'on vient de voir. Si la matière était compacte, comme j'ai dit, comme un mur, on devait s'attendre à quoi? Comme on pourrait le croire dans un métal est compact, les particules seraient arrêtées ou au moins rebondies vers l'arrière, revient vers nous. Comme un ballon de tennis, je frappe le mur, il revient parce que je considère que
que le mur, il est compact. Donc l'expérience montre quoi? Que la matière a une structure essentiellement lacunaire. Si la particule traverse de l'autre côté, c'est parce qu'elle a trouvé quoi? Des lacunes, de l'espace vide dans la matière. Donc la matière est concentrée en de très petits grains que nous appelons les noyaux des atomes. Sur la figure suivante, si vous voulez, on montre un petit peu ça. Les noyaux possèdent une charge électrique positive. Donc, s'il va directement vers la direction, vers la trajectoire où se trouve un atome dans le métal, ça c'est le métal, il va rebondir, il va revenir. Si jamais il passe à côté, qu'est-ce qu'il a? Il va être dévié. Pourquoi? Parce qu'une charge positive, avec une charge positive, il se repousse. Qu'est-ce qu'on remarque? Cette quantité de noyaux qui sont déviés ou bien rebondis, il est faible. La majeure partie des noyaux, qu'est-ce qu'ils font? Ils traversent sans problème. Ils traversent sans problème. Ça veut dire quoi? Que la matière, ou bien l'atome, ce qui nous concerne, dans la matière, dans la plaque, il est constitué en de noyaux positifs, en de la matière concentrée, ici de matière concentrée de charge positive, et que les électrons se trouvent à une très grande distance, de telle sorte qu'il y ait du vide ici. Donc ça, on peut le représenter de cette manière ici. On a des noyaux, on a un grand vide, et on a un électron qui est plus loin. Si on envoie des noyaux comme celui d'hélium, il passe à travers le vide qui est là, sans qu'il soit dévié. Donc c'est la première photo qu'a représenté M. Rutherford de l'atome en l'assimilant à un noyau de charge positif. Et autour de ce noyau, qu'est-ce qu'il tourne? Des électrons. Mais ces électrons, pour qu'il y ait du vide, ils tournent à une très grande, ils sont très loin de ce noyau, de telle sorte qu'il y a un peu du vide ici, et qu'on voit que là, on explique que la matière, elle est essentiellement lacunaire, c'est-à-dire il y a beaucoup de vide entre le noyau et l'électron. Donc, cette expérience a permis à Rutherford de déterminer les dimensions du noyau atomique, c'est-à-dire montrer un petit peu que le noyau, l'atome, est formé d'un petit espace chargé positif, c'est le noyau, et autour duquel se situent les électrons. Et ces électrons tournent autour du noyau et se trouvent à une très grande distance. Ils sont trop loin, de telle sorte si dans une sphère de diamètre 10 000, si on prend le diamètre du noyau est égal à D, on doit le multiplier par 10 000 pour trouver l'électron. Et entre les deux, c'est du vide. Donc l'électron se trouve à une distance de 10 000 fois plus loin du noyau, et entre les deux, il y a du vide. Autrement dit, il conclut que la quasi-totalité de l'atome, c'est du vide. Alors, essayons de comprendre un petit peu le fait que l'électron est très loin du noyau. Très grande distance, se trouve à une très grande distance. Donc pour cela, on assimile le noyau à un ballon de foot à notre échelle de 20 cm de diamètre. Donc l'électron, où est-ce qu'il se trouve? Fait un petit calcul. Vous savez, il se trouve à 20 fois 10 000, soit 200 000 cm, soit donc en kilomètres, 2 km. Donc si on a un ballon de foot de 20 cm, on l'assimile à un noyau, ça veut dire que l'électron, pour le chercher, il faut prendre un taxe, il est trop loin, et de là, c'est du vide. Ce qui explique un petit peu l'expérience de Rutherford, le bombardement des noyaux d'hélium, la majorité passe à travers ce vide comme une fenêtre sans qu'il soit arrêté. Donc, Rutherford arrive à cette représentation, un petit peu comme ça. Le noyau est formé de protons et de neutrons, bien sûr. Noyau charge positif, et les électrons tournent autour, gravitent autour, et ils sont situés à une très grande distance. Autrement dit, qu'est-ce que ça nous représente, cette photo? C'est un petit peu comme notre système solaire. On peut l'imaginer, une ressemblance
selon Rutherford avec notre système solaire. Avec le noyau, c'est le Soleil, et autour du Soleil, les électrons qui gravitent, c'est les planètes. Alors maintenant qu'on a déterminé, qu'on a parlé un peu de l'électron, du noyau, maintenant on va rentrer à l'intérieur du noyau pour voir qu'est-ce qu'il y a dedans, les constituants du noyau. Donc le noyau, il est formé de deux types de particules à votre niveau, les protons et les neutrons. Soit donc cette photo, à l'intérieur, le noyau, j'ai représenté ça par deux couleurs, protons, neutrons. Les couleurs n'ont rien à voir avec les couleurs des particules, mais simplement pour différencier un neutron d'un proton. Et autour, c'est les électrons. Donc le noyau est formé par des protons et des neutrons. Donc le proton, c'est une particule de charge positive, de charge presque la même chose que l'électron, avec une charge positive. Sa masse est presque 2000 fois plus grande que celle de la masse de l'électron. C'est la raison pour laquelle, si on pèse l'atome, généralement, qu'est-ce qu'on fait? On néglige la masse de l'électron, parce qu'elle est négligeable selon celle du proton. Donc la masse de l'électron est négligeable par rapport à celle des autres particules. Et lorsqu'on veut parler de la masse de l'atome, généralement, on néglige la masse de l'électron. Donc remarquez une chose, l'atome, généralement un atome, il est électriquement neutre, il n'est pas chargé. Et par conséquent, le nombre de charges positives ou bien de protons dans le noyau, il est le même que le nombre d'électrons qui tournent autour. Charge d'électrons dans l'atome normal. Mais s'il est chargé, on n'aura pas cette condition. Alors le neutron, on va parler rapidement. Il a été déterminé, il a été montré par une expérience célèbre de M. Chadwick, qui a eu un prix Nobel vers 1935. Alors, à retenir que le neutron, c'est une particule qui ne porte aucune charge nulle, et sa masse, il est presque identique à celle du neutron, du proton. Mais l'expérience qu'il a permis, l'a mis en évidence, on ne va pas la déterminer pour des raisons pour ne pas trop alourdir le cours. Alors maintenant, on va passer à, une fois qu'on connaît maintenant qu'un atome est formé de noyaux et d'électrons, et dans le noyau, il y a les protons et les neutrons, on va essayer de représenter l'atome. Donc on va donner une représentation symbolique de l'atome, et pour cela, on aura besoin de ces grandeurs, on doit les définir, à savoir le numéro atomique Z, c'est le nombre de protons en quelque sorte, et le nombre de masses A. Donc on va commencer par le numéro atomique Z. Qu'est-ce qu'il représente? Z représente le nombre de protons. Donc un atome qui contient un proton, et là un Z égale à 1. Un atome qui contient 6 protons, donc on lui donne Z égale à 6. Remarquez que on se concentre, Z c'est le nombre de protons que possède le noyau. Mais si l'atome est neutre, ce Z qui est le nombre de protons, il est aussi égal au nombre d'électrons lorsqu'il s'agit d'un atome neutre. Mais s'il n'est pas neutre, ce n'est pas valable. Alors l'autre grandeur, c'est ce qu'on appelle le nombre de masses, comme il dit son nom, masse. C'est-à-dire, on va savoir qu'il va définir en quelque sorte la masse. Alors A représente la somme. Où est-ce qu'il se trouve la masse? La masse, c'est dans le noyau. Et qu'est-ce qu'il contient le noyau? C'est les protons plus les neutrons. Donc, puisque la masse du proton et du neutron sont presque une unité de masse atomique, la masse du noyau atomique, il est égal à A, qui est égal à Z plus 1. La somme des protons plus les neutrons. C'est-à-dire la masse du noyau de l'atome, c'est la masse du noyau, c'est la masse atomique. Comme la masse de l'électron est négligeable, A est aussi la masse de l'atome exprimée en unité de masse atomique. Donc à retenir, A c'est quoi? Donc A, c'est les protons plus les neutrons au niveau du noyau. Donc A, nombre de masse, c'est les protons plus les neutrons, puisque la masse, si on pèse l'atome, c'est en quelque sorte la masse, elle est concentrée dans le noyau. Les électrons, leur masse, elle est négligeable. Maintenant, on va donner une représentation schématique de l'atome. Si vous voulez, on donne une identité, une carte d'identité presque
de l'atome. Donc, un élément X ou un atome X neutre sera représenté par un symbole composé de lettres majuscules. Exemple, C pour le carbone, O pour l'oxygène, N pour l'azote. Ou d'une lettre majuscule suivie d'une lettre minuscule. Par exemple, Ca pour dire que c'est le calcium. Cl, c'est le chlore. Na, c'est le sodium. Donc on va représenter l'atome de cette manière. X, A, Z. Avec A, c'est le nombre de masse, et Z, c'est le nombre de protons. Alors le nombre de masse, c'est les protons plus neutrons. Et le numéro atomique, c'est le nombre de protons, c'est aussi le nombre d'électrons. Sur ce schéma, j'ai un petit peu expliqué. Si on veut déduire le nombre de neutrons, c'est la différence A moins Z. Donc, maintenant, en perdant des électrons, les atomes se transforment en cations. Cations, chargés positivement, X+. Et en gagnant des électrons, un atome qui gagne un électron, il est chargé. On dit qu'il est un anion et sa charge sera X-. Un élément X qui porte une charge ion sera représenté par le symbole suivant. Donc ça va rester la même chose, sauf que ce qui va s'ajouter, c'est la charge moins plus. Donc X, A, Z, toujours la même signification, nombre de masse, nombre de protons, et le C c'est quoi? C'est la charge de l'élément. Ici il est moins quand il capte des électrons, plus quand il perd des électrons. Donc A et Z, ils ont la même signification ici. Le nombre de protons et le nombre d'électrons est différent. Donc à retenir, puisque X plus je lui arrache des électrons, je n'ai plus Z qui est le même nombre de protons que électrons. Maintenant, on donne un exemple, des exemples. Représente le symbole de l'élément le plus simple, c'est l'hydrogène, qui contient un proton dans le noyau, un électron qui tourne autour. Donc il contient un proton, Z égale à 1. Et puisque la masse c'est dans le noyau, il a 0 neutrons, donc A égale Z plus 0, c'est 1. Donc AZ, XAZ, c'est H11 pour l'hydrogène normal. Représente le symbole de l'élément l'hélium. Donc l'hélium, il contient 2 protons, Z égale à 2. Il contient un neutron, donc dans la masse, ça fait quoi? 1, 2, 3. La masse A3. Et le Z, c'est le nombre de protons, c'est 2. C'est aussi le nombre d'électrons, puisque l'atome, il est neutre. Mais retenez que ce 2, il vient de ça, ces deux-là, les protons. Parce que si l'atome est chargé, on n'a plus le même nombre de protons que le nombre d'électrons. Alors, essayons de remplir ce tableau pour voir un petit peu si on a bien compris ce qu'on vient de raconter. X, A, Z. Pour le carbone, numéro atomique 6, Z. Nombre de masse 12, les protons 6, et Na-Z, les neutrons, c'est la différence 12-6, et bien sûr le nombre d'électrons, puisque c'est un atome neutre, c'est 6. Pour l'oxygène, donc la même chose, numéro atomique 8, le nombre de masse 16, les protons c'est 8, les neutrons c'est 16-8, et les électrons c'est 6. Alors maintenant l'oxygène qui est chargé négativement, il a 2 électrons en plus, 2 moins, c'est-à-dire l'oxygène auquel on lui a ajouté 2 électrons. Alors remplissons, essayons de remplir le tableau. Donc c'est la même chose, ça n'a rien changé, le Z et le A, 8, 16, puisque on a ajouté des électrons, mais on n'a pas touché au noyau, donc toujours 8. Donc nombre de protons 8, la différence c'est les neutrons, mais maintenant faites attention, au niveau des électrons, j'ai ajouté 2 électrons, donc c'est 8 plus 2. Pour le sodium, plus Na+, on lui a arraché un électron, moins un électron. Donc si je remplis, donc la même chose, 11 c'est le nombre atomique, 23 c'est le nombre de masse, les protons c'est 11, le nombre de neutrons c'est 23 moins 11, et le nombre d'électrons, il est de 11 moins 1, puisqu'on lui a arraché un électron. Donc on va parler des isotopes rapidement. Un isotope c'est quoi? C'est un élément. Les isotopes d'un élément sont des atomes dont le noyau renferme le même nombre de protons et un même nombre d'électrons, mais un nombre de neutrons différents. Donc, ça sont utilisés généralement pour la data. Les isotopes,
sont utilisés pour la datation du passé ou dans des réactions chimiques ou biologiques. Donc, je donne ici des isotopes de l'hydrogène. Donc, l'hydrogène, on a l'hydrogène normal, on vient de voir, contient un proton, 0 neutron, donc H11. Il y a le deutérium, c'est toujours de l'hydrogène, mais qui contient un proton, qui contient un neutron, pardon, et un proton. N égale à 1. Donc, H21. Et le tritium, c'est aussi de l'hydrogène qui contient 2 neutrons et toujours un proton. Donc, c'est H3. Donc, ce qui différencie les trois isotopes, hydrogène normal, deutérium, tritium, c'est simplement leur pourcentage dans la nature. Donc, celui-là, il est en grande quantité dans la nature, aux alentours de 99%, et les deux-là sont à l'état de trace. Si on prend maintenant les représentations symboliques des trois isotopes de l'élément hélium. Donc, on a l'hélium 3,2, avec un nombre de neutrons de 1, c'est l'hélium normal, et on a l'hélium avec 2 neutrons, ça fait H4, donc 4, 2 protons, 2 neutrons, H4, 2, et puis on a l'hélium 6,2 avec 4 neutrons, et 2 protons. Un autre exemple très utilisé pour la datation du passé, c'est le carbone 14. Donc, le carbone naturel est un mélange de trois isotopes. C'est toujours du carbone. Carbone 12, carbone 13, carbone 14. Ce qui les différencie, ici, que dans le carbone 12, on a 6 neutrons. Dans le carbone 13, 7 neutrons. Et dans le carbone 14, 8 neutrons. Et le pourcentage, ici, on a presque 99% de carbone 12 dans la nature, on a 1%, 1,1% exactement, de carbone 13, mais le carbone 14, il est à l'état de trace. C'est la raison pour laquelle on l'utilise pour la datation du passé, dans les roches, etc. Maintenant, on va passer à la notion d'atome et mole d'atome, ou atome-gramme. Donc, pour cela, si on veut travailler avec un atome réel au laboratoire, sa masse c'est quoi? Donc la masse réelle d'un atome, il est très faible. C'est aux alentours de 10-23 grammes, c'est-à-dire 0,000 grammes. Et c'est quelque chose qui, aucune balance ne permet de mesurer cette masse. Donc pour cela, on ne va pas travailler avec un atome tout seul, mais on va travailler avec un ensemble d'atomes. Voilà. On préfère donc raisonner sur une quantité à notre échelle, macroscopique, c'est-à-dire à notre échelle, appelée mole d'atome ou atome-gramme. Donc, une mole d'atome, c'est quoi? C'est un ensemble de n atomes. N, c'est le nombre d'Avogadro. Donc, on a un atome. Ici, on a plusieurs, c'est-à-dire un nombre 1, 2, 3 jusqu'à arriver à 602. Ça s'appelle la mole. N est aussi le nombre d'atomes que contient 12 grammes de l'isotope carbone 12 du carbone. Donc sur ce petit schéma, on montre, voilà un atome. Donc on ne va pas travailler avec un atome, on va travailler avec N atomes. Donc 1, 2, 3, 4, 5 jusqu'à arriver à N atomes, qui a cette valeur. Tout ça, c'est une mole d'atome. C'est combien? C'est N atomes. 6,02, 10 puissance 3 atomes, ça forme une mole d'atomes. Et avec cette mole, on peut travailler au niveau du laboratoire sans problème, parce qu'on ne peut pas travailler qu'un seul atome, c'est pas à notre échelle. Donc l'atome, la masse est exprimée en unité de masse atomique pour un atome réel, mais la mole, pour la mole, c'est à notre échelle, on exprime la masse en grammes. Parce qu'une mole d'atome, c'est N atomes, sa masse, c'est en grammes. Donc, essayons de trouver la correspondance entre l'unité de masse atomique et la masse d'un atome en grammes. Donc, pour cela, on aura besoin de cette définition. Alors, par définition, l'unité de masse atomique, celle-là, il est égal à quoi? Il est égal au 1/12e. C'est-à-dire, on divise 1 par 12 de quoi? De la masse réelle de l'isotope 12 du carbone. C'est-à-dire, on prend un atome de carbone 12,
on la divise par 12, et la partie que nous obtenons, sa masse, ça représente l'unité de masse atome, UM. Donc essayons de utiliser un petit peu cette définition. Tout le monde se met d'accord sur cette définition. Alors représentons ça pour mieux l'élucider sur cette photo. Voilà, j'ai un atome. Donc on ne va pas travailler avec un atome, on va travailler en N atomes. Donc on va travailler, voilà un atome, voilà des atomes, 1, 2, 3, etc. Et on va faire ajouter des atomes jusqu'à arriver à N atomes à une mole. Bon, à la fin, on aura N atomes. Voilà un atome, c'est la mole. Donc voilà ça. Et un atome de carbone, 2, 3, 4, 5, jusqu'à arriver à N, qui est 6,02. Et ça, c'est une mole d'atome. Alors, essayons d'appliquer cette définition pour retrouver la correspondance entre l'unité de masse atomique et le gramme. Donc, une unité de masse atomique est égale à quoi? C'est égal à 1 sur 12 de quoi? 1 douzième de cet atome. Donc, je prends cet atome, je la divise par 12, je prends une portion, et c'est ça l'unité de masse atomique. Donc, je vais le visualiser sur ici. Donc, une unité de masse atomique, il est égal à quoi? 1 sur 12, donc le 1 douzième de la masse d'un atome. Quelle est la masse de cet atome? Cet atome réel. Donc la masse réelle. La masse réelle, tout ça, la mole, ça fait 12 grammes, c'est une règle de 3. Donc une mole, ça fait 12 grammes. 12 grammes. Un atome, donc n atomes font 12 grammes. Et un seul atome, quelle est sa masse? C'est 12 sur n. Donc, une unité de masse atomique, c'est 1 douzième de la masse d'un atome qui est 12 divisé par nombre d'Avogadro. Donc, le résultat qu'on va obtenir ici, c'est la correspondance entre l'unité de masse atomique et le gramme. Soit, une unité de masse atomique, il est égal à 1,66 10-24 grammes. Comme ça, on peut transformer chaque fois l'unité de masse atomique, n'importe quelle particule, on peut lui trouver la masse en grammes. Donc, donnons un exemple ici. Si on prend les protons, un proton de masse 1,67 10-24 grammes, son unité, combien en unité de masse atomique? C'est 1,007. Généralement, on prend 1. La même chose, la masse du neutron, qui est de 1,67 10-24 grammes, en unité de masse atomique, c'est 1,008. Donc, on prend généralement 1 l'unité. Donc, la masse du proton et du neutron sont égaux à une unité, chacun une unité de masse atomique. Alors, calculons maintenant la masse atomique d'un atome X. Donc, essayons de calculer la masse d'un atome. Donc, voilà un atome, il est constitué de quoi? De protons, de neutrons et d'électrons. Donc, si je veux écrire la masse d'un atome réel, la masse sera la masse des protons. Combien j'ai de protons? Donc, ici, 2 protons, etc. Z fois la masse du proton, plus N fois la masse du neutron, plus les électrons, c'est Z électrons. Donc, je vais les visualiser sur la figure suivante. Donc, masse d'un atome, la masse d'un atome, cet atome, il est égal à Z, la masse du proton. Puisqu'on a Z proton, Z fois 1P. Z fois la masse d'électrons, plus le nombre de neutrons, c'est quoi? C'est A moins Z, fois la masse du neutron. Simplement ici, on va tenir compte des choses suivantes. C'est que la masse de l'électron, elle est négligeable, donc on va l'éliminer de cette expression. Et on va considérer la masse du proton et la masse du neutron comme une seule valeur, puisque la masse du proton et la masse du neutron, ils sont presque égaux. Donc, qu'est-ce que je vais trouver? La masse de l'électron, elle est négligeable devant les autres masses. Et la masse du proton et du neutron soit 1. Si vous développez ça, vous avez la masse Z masse proton, Z masse neutron moins. Qu'est-ce qu'il me reste? A fois la masse du neutron. Donc, je vais le trouver ici. Donc, la masse d'un atome, c'est presque A fois la masse du neutron, ou bien, puisque les deux masses proton et neutron sont égaux, donc il est égal à A masse du proton en unité de masse atomique. Donc, la masse atomique, il est égal à quoi en grammes? A sur N, puisque la masse du proton est égale à l'unité de masse atomique, et l'unité de masse atomique, c'est 1 sur N. La masse réelle d'un atome, donc, nous remarquons qu'il est très faible, soit 10-3, donc on préfère raisonner sur une quantité de matière macroscopique à notre échelle, soit la mole d'atome. Ça,
c'est la masse d'un atome, c'est A sur N. Mais si on veut la masse d'un atome à notre échelle, donc on va mesurer, on va évaluer la masse, pas d'un seul atome, mais d'une mole d'atome. Et le mole d'atome, c'est l'ensemble. Donc la masse molaire d'un atome est égale à la masse d'une mole d'atome. La masse molaire, c'est la masse d'une mole d'atome. Donc on doit multiplier ici par N pour trouver la masse d'un atome. Donc, soit N atomes, N fois la masse atomique, c'est N fois ANP, c'est N fois A sur N, donc on simplifie, qu'est-ce que ça reste? Ça reste A. Donc la masse molaire d'un atome, en quelque sorte, c'est le A, c'est la masse A. Donc, dans le symbole XAZ, le A, ça représente quoi? Ça représente la masse molaire d'un atome en grammes. Donc ce X, ce A, qui est signalé ici, A, ce que vous trouver, par exemple, si on a le carbone ici, vous trouvez ici quelque chose, donc ce 12, c'est 12 grammes qui est la masse, c'est 12 grammes qui est la masse d'un atome, d'une mole d'atome, pas d'un atome, d'une mole d'atome de carbone.